Donc on va commencer. Alors, qui a lu le programme de l'université d'été du MEDEF la semaine prochaine? Il faut lire le programme de l'ennemi, hein. Alors, allez voir sur le site du MEDEF le programme de l'université d'été. D'abord, c'est intéressant dans tous les domaines. C'est un peu l'inverse de nous, quand même. Pour voir comment ils travaillent et sur quoi ils travaillent. Vous verrez plein de choses intéressantes, hein, des ateliers Be-Smart, Be-Global, Disruptez-vous, des choses comme ça. Et vous verrez aussi un atelier qui s'appelle l'emploi, l'emploi, l'emploi. Voilà, sur la flexibilisation du marché du travail. Disruptez-vous. Voilà, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Flexibiliser le marché du travail. Pourquoi la France, c'est pas bien pour le marché du travail? Uber, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Comment on rend le CDI plus agile? Comment on peut virer les gens, quoi? Et donc, c'est l'université du MEDEF, donc il y a la moitié du gouvernement. Qui est la ministre invitée à cette table ronde? Évidemment, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et l'innovation, le terme a son importance. Voilà, donc comment casser le CDI, comment résoudre le problème du chômage par l'agilité et la précarité, hein, réponse, demandons à ceux qui savent faire, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc c'est totalement anecdotique, mais assez révélateur, puisque, par exemple, Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, il est à une table ronde sur l'école. Les autres ministres sont la ministre des Armées et une table ronde sur la défense. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et une table ronde sur le marché du travail. Donc vous avez l'illustration du rôle que l'enseignement supérieur et la recherche sont censés jouer. Les fenêtres... du rôle que l'enseignement supérieur et la recherche sont censés jouer dans l'agenda de l'oligarchie. Et pour illustrer un peu ces évolutions récentes qui nous amènent à avoir une ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à une table ronde sur la politique du travail à l'université du MEDEF, je vais partir de 4 annonces de cet été et d'un anniversaire. 4 annonces. La première, c'est 300 millions, pas exagérer non plus, 300 millions d'euros, 331 techniquement, millions d'euros de crédits de recherche et d'enseignement supérieur gelés le 20 juillet, qui avaient été votés par la représentation nationale à l'automne dernier, qui sont gelés par décret. C'est l'ouverture d'une concertation sur l'accès en licence, suite au gâchis d'APB, hein, le fameux gâchis d'APB dont on nous parle tous les ans, sachant que l'année dernière, il y avait eu une même concertation, libellée de la même façon, sur l'accès en master, qui s'est terminée par une loi sur la sélection à l'entrée en master. Troisième annonce, la diminution des aides publiques au logement, dont on a bien compris qu'elle frapperait notamment, pas seulement, mais notamment les étudiants. Et la quatrième, qui est passée un peu sous le radar parce que ça intéresse moins les journalistes, le gouvernement a entamé la rédaction d'un projet de loi d'habilitation pour réforme du paysage universitaire et de la politique de site par ordonnance. Le projet de loi d'habilitation est rédigé, il est en cours d'examen au Conseil d'État, ce qui signifie qu'il sera présenté au Conseil des ministres dans les semaines à venir. Pour vote, alors c'est compliqué parce qu'il va y avoir le vote du budget, donc je ne peux pas garantir qu'il sera voté cet automne, mais l'objectif c'est de le faire voter cet automne, pour ouvrir une nouvelle concertation avec des universités pilotes qui voudraient expérimenter de nouveaux statuts, permettant de déroger à la loi actuelle. Et comment on fait pour déroger à la loi actuelle? Normalement, il faut une nouvelle loi. Comment on fait si on ne veut pas faire une nouvelle loi? On fait des ordonnances. Donc c'est pour ça que la réforme se fera par ordonnance. Il faut changer les cadres légaux actuels de façon un peu discrète. Donc on va faire des ordonnances ad hoc, une ordonnance par université désireuse d'un nouveau statut.
C'est de l'expérimentation, officiellement, ce qui laisse ouverte la porte, évidemment, à la généralisation ensuite de certaines pratiques. Frédérique Vidal, la ministre, a annoncé que ces ordonnances seront prises dans l'année qui suit le vote, et que idéalement, les changements de statut auraient lieu au 1er janvier 2019. Donc, ce qui signifie que l'année universitaire prochaine sera l'année des négociations sur les nouvelles ordonnances concernant la réforme, entre guillemets, de la politique de site. Officiellement, c'est la réforme de la politique de site, c'est-à-dire la réforme de l'organisation des universités en France. Et puis, un anniversaire qui est évidemment directement lié à cette histoire d'ordonnance. On fête, entre guillemets, les 10 ans de la loi Pécresse, loi sur les libertés et la responsabilité des universités, dite loi LRU ou loi sur l'autonomie des universités, qui a été la loi Big Bang dans l'enseignement supérieur et la recherche en France, qui a introduit une culture et un certain nombre d'éléments de langage, on va dire, dans le discours ministériel, qui sont au cœur du programme de Macron et du projet porté par ses conseillers, par son entourage. Ne pas oublier que Macron, sa première intervention dans le domaine public, on l'a complètement oublié, mais c'est un numéro spécial de la revue Esprit sur la réforme des universités en amont de la LRU. Il a commencé son travail de visiteur du soir par des travaux sur la réforme des universités. Donc c'est un dossier qu'il suit depuis longtemps et auquel il attache de l'importance, puisqu'il a... son conseiller enseignement supérieur et recherche a été un des tout premiers nommés à son cabinet, donc il s'appelle Thierry Coulon. Et ils se sont rendus compte au bout de 100 jours qu'ils n'avaient toujours pas nommé de conseiller à l'enseignement secondaire. Ils lui ont donné l'enseignement secondaire. Coulon était au cabinet de Valérie Pécresse, c'est l'un des rédacteurs de la LRU. Donc ce que je vais vous raconter sur l'état de l'université, c'est l'avenir des collèges et des lycées. Alors, le maître mot, c'est la confiance, et la confiance aux acteurs individuels désireux d'expérimenter. Et ça va être suriné en boucle pendant tous les débats autour des futures ordonnances enseignement supérieur et recherche. Si on regarde les projets de Fillon et de Macron pour la présidentielle, ou le projet, en fait, parce que c'était le même, les Macron Leaks ont montré que les gens de Macron avaient récupéré le projet de Fillon et réécrit, quoi. Enfin, ils ont piqué le projet de Fillon pour les universités. C'est de ne pas faire de LRU 3. Donc la LRU 1, c'est la loi Pécresse. La LRU 2, c'est la loi Fioraso de 2013. Ils ne veulent pas faire de LRU 3. Ils ont peur que ça pète un peu trop et que de toute façon, ce n'est pas leur philosophie. Eux, ils veulent que les universités innovantes, les universités excellentes, les universités désireuses de s'insérer dans la mondialisation de l'économie de la connaissance et l'innovation, puissent se tailler des statuts sur mesure. Ça a été annoncé par Macron dans son premier discours après sa démission du gouvernement à l'été dernier. Le lendemain de sa démission, c'était l'invité d'honneur du congrès 2016 de la conférence des présidents d'université. Et il a annoncé son programme, les premiers éléments de son programme pour l'enseignement supérieur et la recherche, et c'était ça. C'était faire confiance aux acteurs individuels et à l'expérimentation. D'où la nécessité réglementaire de passer par des ordonnances. Parce qu'on veut changer la loi sans faire de loi. Alors, il s'agirait en fait de permettre aux universités de déroger à un certain nombre de règles actuelles prévues par la loi. Et les dérogations concernent plusieurs domaines. En gros, la gouvernance de l'université, donc la démocratie interne, ou la non-démocratie interne. Le statut des personnels, il s'agit de s'exempter du statut de la fonction publique, notamment pour les enseignants-chercheurs, et aussi, du même coup, de s'exempter des procédures de recrutement des enseignants-chercheurs actuels. Le recrutement des étudiants, c'est la sélection, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de loi sur la sélection à l'issue de la concertation, mais les universités sous statut expérimental auront carte blanche. La nature des cursus proposés, il reste quelques bribes de référentiel national des mentions de licence et de master recensées en France. On fait sauter ça pour les universités expérimentales, les frais d'inscription, évidemment.
et les modalités de financement en général, la question du mécénat, la question des partenariats publics-privés, qui sont encore relativement encadrés pour les universités. Et donc les universités pourraient s'exempter de la réglementation actuelle et faire virtuellement ce qu'elles veulent. Et ça, c'est l'esprit de la LRU, et qui est un vrai projet idéologique, comme l'atteste une interview de Valérie Pécresse réalisée pour les 10 ans de sa loi, où elle dit, il y a prescription, c'était il y a 10 ans, donc elle peut le dire maintenant, il savait qu'il condamnait une grande partie des universités françaises à la faillite. Ils ont quand même fait passer la loi. Parce que c'est la réforme la plus importante de la législature. François Fillon, à l'époque, au moment du débat sur le projet de LRU. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement réfléchi, d'extrêmement important pour eux, puisqu'en fait derrière, il y a la conviction que les universités et la recherche sont les moteurs de la croissance et de l'industrie de demain. La nouvelle révolution industrielle viendra de l'innovation scientifique. Et l'innovation scientifique, la recherche est là pour faire de l'innovation et pour nourrir la nouvelle révolution industrielle et pour créer une nouvelle main-d'œuvre adaptée aux nouveaux besoins des entreprises. Et là, on commence à arriver vers l'emploi, et la ministre chargée de nous expliquer la place que les universités vont bien pouvoir jouer dans le nouveau marché du travail. Alors, la LRU, c'est quoi? Je vais m'attarder sur cette loi-là, puisqu'en fait, le reste, c'est jamais que des développements ultérieurs. Le premier grand aspect, c'est ce qu'on appelle les RCE, les responsabilités et compétences élargies, qui signifie qu'on transfère aux universités la gestion de leurs bâtiments et de leur masse salariale, essentiellement. C'est-à-dire qu'en gros, les facs reçoivent une enveloppe, et puis à vous de gérer. Alors le problème, c'est que dès le départ, comme toujours dans ces cas-là, on a oublié de compenser certaines dépenses. Du point de vue de la masse salariale, 80% de l'enveloppe en moyenne, on a oublié ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire l'augmentation mécanique des salaires dans la fonction publique avec le temps, l'ancienneté. Et ça fait qu'à effectif constant, la masse salariale d'une université tend à augmenter mécaniquement. Ce n'est pas compensé. Et on n'a pas compensé dans l'entretien des bâtiments, on n'a pas prévu de compter... il y a une augmentation mécanique liée à l'inflation, mais liée à l'inflation de l'INSEE, donc au panier de la ménagère. Sauf que la structure des coûts d'université, ce n'est pas le panier de la ménagère. La facture énergétique, ce n'est pas la même. Et l'augmentation des prix de l'énergie pour les associations, les entreprises privées, les administrations, elle a été gigantesque dans l'intervalle. Ce n'est pas compensé. Donc ça donne ce qu'on appelle les postes chauffage, c'est-à-dire que quand vous avez un gouvernement qui veut faire, notamment qui veut faire de gauche ces 5 dernières années, on va créer 1000 postes par an. Alors, officiellement, ils y sont, les 1000 postes. Mais en fait, ça veut juste dire qu'ils ont augmenté l'enveloppe globale allouée aux universités d'une somme qui permettrait effectivement de recruter 1000 enseignants-chercheurs par an. Sauf que si on envoie ça à des universités qui n'ont pas de quoi payer l'augmentation des salaires des gens qui sont déjà dans les murs et qui n'ont pas de quoi payer le chauffage, comme c'est les universités qui gèrent totalement leur enveloppe, est-ce qu'elles vont recruter? Non. Donc les postes ne sont pas créés. Donc le gouvernement annonce 1000 postes par an, en sachant très bien que les postes ne seront pas créés. Et on dit que c'est la faute des universités, qu'on a préalablement étranglé financièrement. Donc évidemment, on arrive à une situation intenable, notamment en termes de postes. Vous avez en France depuis 10 ans en moyenne 30 000 étudiants de plus par an dans les universités. Il y a moins d'enseignants-chercheurs en France aujourd'hui qu'il y en avait au début du quinquennat de François Hollande. Il y a moins de gens pour faire cours, il y a 150 000 étudiants en plus. J'ajoute qu'il y a eu en 1999 et en 2000 un baby-boom. Qu'on rentre à l'université à 17, 18 ou 19 ans. 1999 plus 18. Donc ça fait 18 ans qu'on sait que les rentrées 2017, 2018, 2019 et 2020, parce que les étudiants ne restent pas là 1 an, seront terribles en termes de choc démographique. Est-ce que ça a été anticipé? Non, on a diminué le nombre de postes. On parle d'enseignants-chercheurs, mais c'est pareil pour les postes de bibliothécaires, pour les postes de secrétaires, pour les postes d'ingénieurs, les postes de sécurité, tous les corps de métier.
ont été frappés par cette réduction du nombre de postes pérennes et corrélativement par une explosion de la précarité. On va revenir spécifiquement sur la question de la précarité. Parallèlement, on a aussi eu une modification du mode de financement de la recherche et un passage de ce qu'on appelle le financement pérenne ou récurrent, donc qui sont à la diète, et une augmentation conséquente de la part des financements sur projet ou appel d'offres. Donc l'Agence nationale de la recherche notamment dépose des appels d'offres, des appels à projets, les gens doivent candidater, déposer un dossier, garantir que ça sera innovant et blablabla, transfert, et ils obtiennent ou pas un financement. Taux de succès 10%. Temps moyen de préparation d'un dossier ANR, 4 mois. Donc, il y a pas plus tard que cet été, un blogueur assez connu dans le milieu qui s'appelle Yann Biziou, qui a essayé de faire une estimation des coûts de ça. Et il est arrivé à la conclusion qu'en termes de masse salariale, la constitution et le traitement de tous les dossiers ANR chaque année coûtait plus que le budget de l'ANR. Donc 1 € de subvention accordé par l'Agence nationale de la recherche, c'est 1 € qui a déjà été dépensé en frais de dossier. Mais c'est bien parce que c'est sur projet et c'est sur contrat. Évidemment, si c'est des contrats triennaux ou quadriennaux, ça déclenche quoi? Ça déclenche qu'on ne va pas recruter des fonctionnaires. On ne recrute pas un fonctionnaire sur un financement de 3 ans. Donc les chercheurs qui sont recrutés pour ces contrats-là ne seront pas sous statut. Et puis ils seront contrôlables, parce que tous les financements sont fléchés. Donc ils ne font pas ce qu'ils veulent avec leur argent et ils cherchent sur ce sur quoi on veut qu'ils cherchent. Parallèlement, pour les universités, vous avez eu une démarche à peu près équivalente avec la fameuse initiative d'excellence, où les universités doivent candidater, expliquer pourquoi elles ont des méga projets de fusion, de regroupement innovants et disruptifs, la novlangue, innovants et disruptifs, pour récupérer des crédits hors budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce qu'avec les crédits du ministère, on ne peut pas vivre, donc tout le monde se bat pour attraper quelques miettes du paquet de l'initiative d'excellence qui est posé au milieu de la fosse aux lions quand on n'a pas nourri les lions depuis 6 mois. Évidemment, les gens se battent. Donc, vous avez une idéologie de la concurrence qui a toujours été présente dans le milieu de la recherche, qui là explose parce que c'est le combat pour l'existence. On ne peut pas travailler si on n'a pas des crédits ponctuels. IDEX, initiative d'excellence, ICIT, initiative de site, des crédits ANR si on n'a pas eu la chance de choper une IDEX ou un ICIT. Bon. Et à nouveau, c'est quoi? C'est du projet, du contrat, de la rhétorique innovante, mais c'est aussi des financements non pérennes, contrôlés par un pouvoir technocratique ou politique, et des injonctions au transfert de compétences, au transfert de savoir, bref, tout sauf du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, vous avez des ultras. Vous allez être contents, ils sont au pouvoir. C'était les gens qui poussaient pour aller toujours plus loin. Et c'est l'équipe de Macron, c'était les conseillers c'est les gens qui sont devenus ensuite les conseillers de Macron. Donc on a gagné. Ils veulent l'autonomie financière. Ça veut dire que tous les dispositifs de contrôle qui restent en matière de financement des universités sautent. L'autonomie pédagogique, c'est la fin du référentiel. Mais derrière, ils veulent d'abord et avant tout cette nouvelle gouvernance des universités, puisque l'autre grand pan de la LRU, non financier, ou pas directement financier, c'est la question du présidentialisme et de l'autoritarisme dans les établissements. Vous avez des présidents d'université qui sont aujourd'hui des espèces de patrons, qui se comparent très volontiers à des présidents de communautés d'agglomération ou à des maires, donc qui recrutent des fonctionnaires. Un fonctionnaire territorial est recruté par... ils se voient comme les recruteurs et comme les supérieurs hiérarchiques, du coup, des gens qui travaillent dans les universités. Ils sont élus par un conseil d'administration où des membres extérieurs, non scientifiques, non élus, ont le droit de vote, y compris pour l'élection du président. Donc on voit parfois des universités où le candidat qui a perdu le vote des personnels est maintenu, généralement c'est le sortant, qu'il est maintenu à la présidence par la voix des membres extérieurs. De toute façon, le scrutin démocratique lui-même, il est très douteux parce qu'il est organisé par collège, par corps de métier, en gros, pour les personnels,
et prime majoritaire collège par collège. Donc on voit là encore des gens qui sont minoritaires en voix, qui deviennent majoritaires en sièges. Ils ne peuvent être révoqués, les présidents, qu'à la majorité des 3/5, pas à la majorité simple. Le conseil d'administration, lui, n'est pas révocable. Le cumul des mandats dans le temps, il n'y a aucune réglementation sur le sujet. Surtout en plus, si vous basculez après vers une présidence de communauté d'université, vous pouvez tenir 10 ou 15 ans à la tête de votre petit fief local, il n'y a pas de problème. Un nombre croissant de postes sont à nomination directe par le président, ce qui, compte tenu des procédures de désignation du président, est un peu problématique. Vous avez une politique de primes et de décharges horaires pour la technostructure des universités qui est de plus en plus déréglementée et qui est laissée en fait à la discrétion des conseils d'administration. Officiellement, il y a un tarif. Hein. Donc, pour information, si ça vous tente, président d'université, la prime exécutive est de 18 000 € par an. Et président de communauté d'université d'établissement, donc les fédérations d'université en gros, c'est 25 000 €. Mais en fait, c'est dérégulé. C'est-à-dire que Thierry Coulon, l'actuel conseiller ESR et éducation maintenant d'Emmanuel Macron, s'était fait voter 150 000 € par an. Prime et salaire. Mais bon, le salaire normal d'un professeur d'université, généralement c'est des professeurs, plus les primes exécutives, on monte à 80 000, un grand maximum, et c'est déjà pas dégueulasse. Généralement c'est plutôt du 60 000 d'ailleurs. Coulon a obtenu sans aucun problème 150 000 € par an. Donc ça veut dire que déjà là, voilà, vous avez cette politique salariale dérégulée pour les top managers, en gros. Et puis, vous avez, depuis le départ, la conférence des présidents d'université, qui n'a aucune légitimité particulière, qui n'a aucun statut légal, qui est l'unique interlocuteur, l'unique partenaire de négociation du ministère. Toutes les instances paritaires sont systématiquement contournées. Je vous l'ai dit, premier discours de Macron après sa démission du gouvernement à la CPU. Conférence des présidents d'université. Frédéric Vidal était président d'université et était un des piliers de la CPU pendant des années. Frédéric Vidal qui ne fait plus de recherche depuis 10 ans. Hein, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas diriger une méga université, faire de l'excellence plus et grenouiller dans toutes les commissions et faire en même temps de l'enseignement ou de la recherche. Donc vous avez aussi des gens, ces managers de la recherche qui se prévalent généralement de leur statut d'excellence scientifique, ne sont plus des scientifiques. Villani, le fameux Villani, ça fait 9 ans qu'il ne cherche plus. Il l'a reconnu lui-même. Il avait déjà arrêté de chercher quand il a eu sa médaille Fields. Alors ce projet de déréglementation totale par ordonnance, en fait, il était déjà dans les tuyaux sous la forme d'un projet de loi de simplification porté par le gouvernement précédent de Thierry Mandon, qui prévoyait de faire du président le recruteur en droit de tous les personnels de l'université, autorisait le président à désigner des représentants dans les comités de recrutement des personnels, ce qui n'est pas le cas actuellement. Bref, clientélisme et népotisme à tous les étages. C'est toujours pas assez pour nos copains qui demandent en prime que le président, enfin être élu par un CA en partie nommé, c'est déjà trop. Il faut se faire nommer par un comité international ad hoc, avec des chercheurs excellents et des présidents d'universités du monde entier qui vont désigner la personne qui aura l'honneur de présider telle ou telle université française méga excellente. Évidemment, c'est que pour les meilleurs, ça. Hein. Donc le président sera recruteur de tous les personnels, bon ça ils vont l'avoir, et la dérégulation totale et finale des primes et des salaires, parce que quand même les 150 000 €, il avait fallu aller négocier au ministère. Là, on arrête définitivement ça. Les CA ou ce qu'il en reste pourront voter directement les salaires et les primes sans en rendre compte à personne. Derrière, en fait, vous avez une logique de scission du paysage universitaire en deux grands ensembles. On avait déjà dit un mot à la formation précédente. Les universités de bassin ou de proximité et les universités de recherche. L'initiative d'excellence, dont je rappelle qu'elle a été créée suite à une préconisation du rapport Attali. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qui était rapporteur du rapport Attali. Il est président de la République actuellement. L'initiative d'excellence, c'était déjà ça, l'idée.
C'était de créer des grands pôles universitaires capables de s'insérer dans un marché mondial de concurrence pour les financements et pour les personnels, et derrière pour les brevets et pour les plus-values et les retombées économiques de la recherche et de l'innovation, en créant donc ces méga-universités d'élite qui seraient des espèces de Harvard ou de Stanford français. Et puis le reste, c'est les universités de proximité, ou les universités de bassin. Ce qui est intéressant, c'est que donc, cette revendication était portée par un lobby qui s'appelle la CURIF, la Conférence des universités de recherche intensive française, dont Frédérique Vidal, présidente de l'université de Nice, était, je crois, vice-présidente, en tout cas elle était membre, et que les ministres ont une lettre de mission quand ils sont nommés. Donc il y a les grands axes de la politique qu'ils doivent mener. La création des universités de recherche figure noir sur blanc dans la lettre de mission de Frédérique Vidal comme ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc c'est le programme. Et les fameuses ordonnances, elles vont viser à ça. Alors on ne parle jamais des universités de proximité et de bassin, c'est pas intéressant, puis c'est pas très vendeur quand même. En gros, il va s'agir d'avoir des universités dont les personnels pour le coup seront fonctionnaires, c'est les ratés, donc ça restera des fonctionnaires mal payés et tout. Généralement, ils feront de l'enseignement et pas trop de recherche, et on va les utiliser pour fixer géographiquement, une université par préfecture, donc on va pouvoir fixer géographiquement les étudiants dans leur milieu d'origine. Pas besoin d'APL pour ça, ils peuvent rester vivre chez papa-maman. Le but, c'est de les sortir des statistiques du chômage et de faire un vivier de stagiaires. L'emploi, l'emploi, l'emploi. Faire un vivier de stagiaires et sortir les gens des statistiques du chômage. Face à quoi, il y aura les universités de recherche qui seront en fait des multinationales du savoir. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est dans les textes européens depuis 17 ans. La stratégie, ça s'appelle la stratégie de Lisbonne. C'est là qu'a été forgée l'expression « l'économie de la connaissance ». Faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Pour ça, réformer les universités. Ça fait 17 ans. Et depuis, on n'a pas dévié de la ligne. Évidemment, ça impacte durement aussi les organismes de recherche. Donc les organismes de recherche, techniquement les EPST. Plus connu, c'est le CNRS, mais il y a aussi l'INRA, recherche agronomique, l'INRIA, informatique et application, l'INED, études démographiques, etc. Leur budget officiel, donc pour les amateurs de projet de loi de finances, c'est le P172, stagne depuis 10 ans. Par contre, à côté, vous avez l'Agence nationale de la recherche, dont le budget augmente d'année en année, et il n'est pas question de baisser le budget de l'ANR. Là, pour le coup, vous avez une levée de bouclier immédiate. Quand on touche le budget de l'ANR, chez certaines personnes, mais chez les gens qui décident. Donc c'est une levée efficace, contrairement aux nôtres, en tout cas, contrairement à celle d'un certain nombre de mouvements universitaires de ces dernières années. Et à nouveau, c'est quoi? C'est se battre pour récupérer les miettes et avoir l'argent dont on a en réalité besoin pour travailler. Parallèlement, vous avez un glissement autoritaire tout à fait comparable à celui qu'il y a dans les universités, dont la dernière manifestation extrêmement spectaculaire a eu lieu ce printemps, où c'était au CNRS, à l'Institut national des sciences humaines et sociales, où les comités de recrutement de chercheurs, comités majoritairement élus, ont classé les candidats, ont donc mis des gens en position d'être nommés. Et en fait, au CNRS, la direction du CNRS a un droit de veto, peut changer les classements. En principe, ils n'en font pas usage ou à la marge, quand il y a un soupçon ou dans d'autres choses. Ils ont totalement bouleversé les classements des directions nommées, a totalement bouleversé les classements de jurys démocratiquement élus pour décider qui serait recruté au CNRS dans ces secteurs disciplinaires-là. C'est compliqué, c'est des sections disciplinaires. Bon. Mais ça s'est vu en bloc, notamment, voilà, j'ai entendu le mot sociologie, les sociologues s'en sont pris plein la figure, puisqu'il y avait une section mixte sociologie-droit. Tous les sociologues qui étaient classés pour être recrutés ont été virés, on a mis des juristes à la place. Oui, au passage, tant qu'à faire, on supprime des postes. On préfère ne pas pourvoir de postes que recruter les mauvaises personnes.
Donc voilà, c'est quand même un glissement autoritaire caractérisé. Qui va de pair avec en fait une menace pour l'existence même de ces organismes de recherche, et notamment du CNRS, où il est clairement possible que le CNRS se fasse bouffer morceau par morceau par les nouvelles méga-universités de recherche. Un événement, je pense, assez symptomatique, qui s'est produit, qui a été révélé plutôt avant-hier, c'est que le PDG du CNRS, le CNRS a un PDG, Alain Fuchs, on peut le nommer, a annoncé, enfin, on a annoncé qu'il allait briguer la présidence d'un méga regroupement d'universités et de grandes écoles franciliennes qui s'appelle PSL, Paris Sciences et Lettres. Présidence qui est vacante parce que le précédent président, c'était qui? C'était le fameux Thierry Coulon, payé 150 000 boules par an. Et en fait, donc c'est le PDG du CNRS quitte le CNRS pour aller là. Enfin, essaye. Mais bon, il va être élu. Hein. Et le problème, c'est qu'il y a un mois, le même PDG du CNRS signait avec Paris Sciences et Lettres une convention unique en son genre, il n'y avait jamais eu avant, par laquelle les laboratoires sous tutelle conjointe CNRS-PSL, le truc s'appelle PSL, passaient sous le contrôle direct de PSL. Donc en fait, les unités mixtes, donc les UMR, les UMR CNRS PSL deviennent des laboratoires PSL. Donc c'est un bout du CNRS, et pas n'importe quel bout. Vous avez des grands laboratoires, fournisseurs de prix Nobel, machin, qui passent sous contrôle de ces méga ensembles. Et puis un mois après, le PDG du CNRS dit au fait, je me barre et je brigue la présidence du dit méga ensemble. Aucun rapport de causalité, aucune corrélation, on est filmé. Bon, en tout cas, il y a un soupçon quand même qui est... ça serait même dans l'intérêt du type de dire on va peut-être surseoir à l'élection ou surseoir à l'application de cette convention, parce que... un grand révélateur de ça, que j'ai déjà évoqué rapidement, c'est la question de la précarité. Si on tient compte des chiffres officiels qui ne comptabilisent comme précaires que les contractuels, vous avez, grosso modo, dans les différents corps de métier, en moyenne 25% de précaires dans l'enseignement supérieur et la recherche en France. Sauf que les précaires, c'est les contractuels et les vacataires, qui sont les plus précaires des précaires, les vacataires. Vous êtes vacataire, c'est-à-dire que vous signez un contrat, ou généralement vous ne signez pas de contrat d'ailleurs, pour effectuer une mission d'enseignement ou de recherche, et vous êtes payé au terme de cette mission. Donc quel est le rapport entre le Père Noël et la paye d'un vacataire? C'est une fois par an. Et encore, et vous n'avez pas signé de contrat de travail. Donc si jamais on découvre que vous n'aviez pas le droit d'être vacataire, et on découvre ça fort opportunément assez régulièrement, désolé, on ne peut pas vous payer, puisque vous n'avez pas le droit de vous recruter. Et comme le contrat n'a pas été signé, voilà. L'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche a renoncé à compter les vacataires. Ils l'ont écrit noir sur blanc dans un rapport. C'est trop compliqué. Les facs et les laboratoires ne font pas remonter les chiffres, n'organisent pas d'audit de la précarité. Donc l'inspection générale a écrit dans un rapport sur l'emploi précaire, désolé, on va juste parler des contractuels. Hein. Parce que les vacataires, les pauvres ont l'air d'avoir une vie très compliquée, mais comme on ne sait pas combien ils sont, et qu'ils sont là pour faire des statistiques. Alors, les dernières estimations à peu près fiables arrivent à 145 000 vacataires. Si on tient, dans tout corps de métier confondu, hein, et donc si on compte tout corps de métier confondu et qu'on inclut les vacataires dans les statistiques, un personnel sur deux de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas titulaire d'un corps de métier de la fonction publique rattaché à l'enseignement supérieur et à la recherche. En d'autres termes, vous avez un précaire sur deux dans l'ESR. Vous êtes étudiant en licence, vous avez une chance sur deux que votre enseignant soit un précaire. Vous travaillez dans un laboratoire, vous avez une chance sur deux que le collègue d'à côté soit un précaire. Vous allez à l'accueil de votre université voir les appariteurs, vous avez une chance sur deux que ce soit un précaire.
Alors, il y a un livre fondamental. Je pense qu'il y a un livre à lire sur la crise de l'ESR, c'est celui-là. Il s'appelle La destruction de l'université française de Christophe Granger. Il est paru à l'automne 2015, donc 6 mois avant le conflit sur la loi travail, et vous avez des correspondances qui sont juste voilà, frappantes. Et Granger écrit sur cette précarité jamais unifiée. C'est tout le jeu. Hein. On est toujours le précaire de quelqu'un d'autre et on n'est jamais assez précaire pour être qualifié de précaire et pour que les chers collègues se donnent la peine de venir vous filer un coup de main ou de se battre pour vos droits. Ça, c'est quand même une grande constante, hein, le déni de la précarité par les non-précaires. Bon. Sur cette précarité jamais unifiée, il faut jeter un regard décilé. On se trompe quand on fait d'elle l'antichambre malheureuse de la profession. Les précaires ne sont plus, ou plus seulement, les jeunes qui commencent, et de moins en moins les jeunes qui commencent. Vous avez des carrières de précaires aujourd'hui. Elle est la profession telle qu'elle se conçoit à présent. Financement par contrats triannuels, quadriennaux et compagnie de l'ANR, de l'IDEX, etc. C'est des contrats précaires. Les financements sont précaires. Donc on ne peut pas recruter des titulaires. Elle est la profession telle qu'elle se conçoit à présent. Ceux qui la vivent ne sont pas les tristes victimes de la libéralisation des universités, ils sont l'incarnation du monde qu'elle produit. Quand je dis qu'il y a des résonances avec le conflit sur la loi travail, voilà, on parle d'un monde. Et donc on ne fait pas de revendication catégorielle. On parle de destituer un monde qui crée, qui vit de la précarité et qui vit de la fabrication de la domination par les dominés. Autrement dit, ce n'est pas que les précaires ne sont pas encore devenus titulaires, c'est que les titulaires ne sont pas encore devenus des précaires. Et ça veut dire que le grand danger, nous, dans nos analyses, dans nos revendications sur le terrain, c'est de céder à une certaine facilité qui consiste à sauter sur sa chaise en disant on veut des moyens. Point. Non. Quand vous avez des gens qui sont payés 150 000 boules par an pour présider, ce n'est pas un problème de moyens. Quand vous avez une université qui supprime un tiers de ses cursus en SHS sans toucher au budget communication, ce n'est pas qu'un problème de moyens. Quand vous avez une université qui gèle des postes et qu'en même temps, la direction de l'université s'octroie et se partage 200 000 € de primes, j'ai des universités précises en tête quand je dis ça, je ne vais pas donner les noms, mais j'ai des universités précises en tête, se partagent 200 000 € de primes avec lesquelles on pourrait recruter 4 ou 5 personnes, ce n'est pas qu'un problème de moyens. Quand l'ANR coûte plus qu'elle ne distribue de subventions, ce n'est pas un problème de moyens. Quand Valérie Pécresse dit, on savait que les universités, beaucoup ne survivraient pas à l'autonomie, l'UVSQ, l'Université de Saint-Quentin, a fait faillite. Hein. Sans cessation de paiement depuis... donc, du coup, il y a eu des ponctions in extremis, parce que ça c'est quand même mauvais genre. Bon. On savait que l'université ne pourrait pas gérer, ça veut bien dire que pour eux, ce n'est pas les moyens. Il y a autre chose. Les moyens sont les moyens pour une fin. Et la fin, c'est l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde, c'est la recherche sur projet, c'est l'innovation, c'est le sujet de ce dont on parlait avant. Et pour ça, il faut des précaires. Et il faut des financements qui soient majoritairement des financements sur projet. Donc Granger écrit, hein, parler juste des moyens, c'est oublier que la précarité universitaire n'est pas la conséquence de l'état de délabrement où se trouvent les universités françaises, elle n'est même pas la conséquence des politiques de réforme menées depuis 10 ans, elle en est la condition. Elle en est la condition. Tout en effet dans l'autonomie des universités, dans la mise en compétition des établissements et des enseignants, dans la libéralisation des études et le management des recherches, repose sur la dégradation d'une partie des personnels et sur la multiplication des postes précaires, mal payés et provisoires. C'est un levier. C'est un levier pour arriver à ce qu'ils veulent. Bon, je ne vais pas continuer à lire du Granger, achetez le bouquin et lisez-le, c'est juste... tout y est. C'est une analyse vraiment extrêmement forte, très documentée, qui contient des chiffres, qui contient des témoignages, qui peut être très pratique d'un point de vue militant. Quand vous avez des témoignages de gens qui vivent ça au quotidien, vous pouvez le mettre sur les tracts. Hein, bon. Et la logique derrière, c'est l'individualisation absolue des statuts et le face-à-face entre le président tout-puissant et la personne qui le recrute. C'est la loi El Khomri, c'était la loi El Khomri, et c'est les ordonnances. Hein. C'est la même chose, c'est l'individualisation de la relation sociale dans un milieu de travail.
Ça, c'est très bien vu de la dernière réforme du doctorat. On a beaucoup parlé de ce qui froissait les mandarins, à savoir le comité de suivi ou je ne sais pas quoi. Le cœur de la dernière réforme du doctorat, c'est la réforme des financements de thèse, où la durée des financements devient négociable, où les conditions d'interruption deviennent négociables, en pratique discrétionnaires pour le président et le cas échéant, je crois que le directeur de l'école doctorale, quelque chose comme ça. Bon. Mais bon, il n'y a plus de contrat doctoral unifié, il n'y a plus de système de référence de financement d'une allocation de thèse, de financement d'une recherche de thèse, tout est négociable. Vous avez un point zéro qui est défini par la loi, et le reste, c'est une question de, on ne va pas dire de rapport de force, hein, mais de rapport de force. Alors en face, nous, qu'est-ce qu'on veut? Quand même. Bon. Les mots d'ordre, c'est émanciper et qualifier dans un premier temps. Donc, émanciper, ça veut dire, contre la logique des universités de bassin ou de proximité qui sont là pour fixer les gens dans leur milieu, nous, on veut l'autonomie. Donc, on veut l'allocation autonomie, on veut des systèmes de contrats jeunes, on veut des dispositifs de pré-recrutement pour les cursus, pour les métiers qui impliquent des études longues, pour arracher justement les étudiants au sort qui leur est promis par ces réformes, qui est la fixation dans un milieu, face à quoi les enfants de l'élite, eux, auront les clés, auront les moyens, on devra payer les frais d'inscription, de passer directement, ou le plus vite possible, dans les universités d'excellence, de préférence après une classe préparatoire. Émanciper, c'est aussi considérer que l'enseignement doit inclure une part d'action critique. La production, la diffusion des connaissances ne peuvent pas être séparées de la critique des connaissances établies. Il n'y a pas de recherche sans critique. Hein. C'est l'usage critique de la raison, quand même, d'abord, et critique des connaissances établies pour avancer. Donc, cette notion de critique, évidemment, elle a disparu. Hein. Elle apparaît dans aucun texte réglementaire. Il ne s'agirait pas de former des gauchistes, quoi. Surtout si vous êtes titulaire d'une chaire d'entreprise, ce qui est appelé à se développer. Hein, c'est-à-dire que votre poste de professeur est payé par Total, et vous travaillez sur l'environnement. Votre poste de maître de conf de 4 ans, pas plus, est payé par Monsanto, et vous travaillez sur l'économie agricole. Vous allez être indépendant. Mais même si on veut, on est coincé. Hein. On est coincé. Émanciper, c'est aussi garantir un droit à la reprise d'études tout au long de la vie. C'est garantir, mettre la gratuité de l'université. C'est la seule mesure du programme enseignement supérieur et recherche qui a fait parler pendant la campagne. Abroger les frais d'inscription. Ça coûte pas cher. Hein. La gratuité de l'université coûterait 385 millions d'euros sur un budget des universités qui est de 15 milliards. Sachant que sur ces 385 millions d'euros, en plus, il y en a 110 qui sont déjà pourvus par les exonérations dont bénéficient les boursiers. Donc il y a 275 millions à trouver. À l'échelle de l'université, c'est rien. Ça se fait en une loi de finances. On a annulé 331 millions d'euros cet été. Et nous, il nous en faut 275 pour rendre l'université gratuite. Enfin, supprimer les frais d'inscription. Mais c'est une mesure symbolique. C'est dire service public, pas touche. C'est pas là pour faire l'économie de la connaissance. C'est pas là pour être une entreprise du savoir qui soit rentable. Bien sûr, ça ne va pas changer la vie des gens de ne pas payer 190 €, même si il y a des gens dont ça, en théorie, les gens dont ça peut changer la vie sont censés être déjà exemptés. À vérifier. C'est pas toujours le cas. Mais bon, l'enjeu, c'est pas ça qui va changer la vie concrète, radicale des étudiants. Mais c'est un signal à ceux d'en face pour leur dire vous ne passerez pas. La Constitution de la République française inclut quelque chose qui s'appelle la Charte des droits économiques et sociaux de 1946, qui est l'héritage constitutionnel du Conseil national de la Résistance. Vous avez dedans, noir sur blanc, la gratuité de l'enseignement public à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est marqué. Des frais d'inscription de 250 €, c'est un accommodement avec la Constitution française. Et c'est un accommodement avec l'héritage
du Conseil national de la résistance. Donc c'est aussi une façon de rappeler un certain nombre de valeurs. Ce n'est pas à vendre. Voilà. Un diplôme, ça ne s'achète pas et ça ne se vend pas. On a aussi des pistes pour lutter contre l'échec en licence, même si bon, on pourra en discuter dans le débat. Moi, c'est quelque chose dont je me méfie, parce que l'échec en licence, c'est d'abord et avant tout le sabotage de la licence. Voilà, ça fait 18 ans qu'on sait qu'il y aura 2 rentrées extrêmement dures et quelques autres derrière. On n'a pas recruté d'enseignants-chercheurs, on n'a pas construit de bâtiment. Après, on va pleurer qu'il n'y a pas de place sur APB. Et qu'après, les amphis sont bondés et que, oh là là, mon Dieu, il y a un échec en licence. Et puis au passage, on va sucrer des allocations aux étudiants pour qu'ils aillent bosser le soir. C'est comme ça qu'ils vont bosser. C'est comme ça qu'ils vont réussir leur licence. C'est un peu facile peut-être, mais on pourra parler sérieusement de l'échec en licence quand on aura écarté ces obstacles-là. Quand on aura écarté le sabotage systématique et délibéré de la licence et de l'accès aux études supérieures par les pouvoirs publics depuis 15 ans. Là, on y verra plus clair. Et là, on aura des propositions à faire. En tout cas, donc un investissement massif sur le premier cycle. Mais dire qu'on refuse la concurrence, parce que c'est ça derrière, c'est l'idéologie de la concurrence qu'il faut attaquer, c'est aussi dire qu'on refuse une concurrence entre les peuples ou entre les gens, et donc c'est faire une université qui soit une université internationaliste. Vous avez actuellement une obligation légale, Fioraso fait au moins un truc de bien, c'est que dans sa loi, il y a un article sur l'obligation légale de créer des centres de français langue étrangère pour les migrants dans toutes les universités. Les migrants qui voudraient reprendre leurs études. Bizarrement, ce n'est pas appliqué et ça dérange personne. Mais c'est une obligation légale, hein, c'est dans le code de l'éducation. Donc la moindre des choses, c'est de faire appliquer la loi, en l'occurrence. Parallèlement, on peut créer des choses. Donc nous, on propose, dans l'Avenir en commun, une alliance universitaire de la Méditerranée et un Erasmus francophone, pour sortir du côté très eurocentré d'Erasmus, même si Erasmus, ce n'est pas l'Union européenne. Hein. Ça va au-delà, puis maintenant il y a Erasmus Monde, etc. Mais ça reste très eurocentré. Donc décloisonner ça et ouvrir authentiquement, y compris aux pays dont on est par ailleurs très content de piller la main-d'œuvre qualifiée et les jeunes prometteurs. Parce qu'Erasmus, ça va dans les deux sens. Hein. Si vous faites un accord Erasmus, ça veut dire que non seulement vous avez des gens des pays partenaires qui viennent chez vous, mais que vous avez des enseignants-chercheurs français qui vont aller donner régulièrement des cours dans le pays partenaire, et que vous avez des étudiants français qui vont aller étudier dans le pays partenaire. C'est un système qui est fondé sur la réciprocité. Et puis, on propose des universités internationales thématiques sur les sujets d'intérêt général humain. Et donc, un qui a été nommé par Jean-Luc dans le programme, c'est la mer. Parce qu'a priori, on ne va pas pouvoir gérer les questions de politique maritime, d'économie maritime, de culture maritime à un niveau national, vu ce que c'est que la mer. Enfin, c'est prouvé qu'on n'a rien compris. Donc, proposer des universités internationales sur ces questions-là. C'est aussi mettre un certain nombre de garde-fous sur l'obsession de l'économie, de la connaissance et de la rentabilité, de la transférabilité des savoirs produits. Donc le statut de lanceur d'alerte pour les chercheurs contre les pressions par les financeurs, par les pouvoirs publics, par les membres nommés des conseils d'administration qui peuvent évidemment décider de sucrer l'argent de tel ou tel programme. Hein. L'administration a un droit de veto sur le budget. Bon. C'est décider le dépôt public de tous les résultats de la recherche publique. Donc la course au brevet, non. Les articles livrés aux multinationales de l'édition, non. Un chercheur français, il paye pour faire sa recherche. Après, il envoie un article pour le faire publier, parce que normalement, les résultats de la recherche, c'est d'abord une publication. Ses collègues travaillent bénévolement pour l'évaluer. Après, c'est publié par un grand éditeur. Et après, il faut repayer pour pouvoir le lire. Et ça, c'est contrôlé par 4 ou 5 maisons d'édition. Taux de profit moyen d'une major de l'édition scientifique, 35%. C'est plus qu'Apple. Hein. Les banques ont des taux de rentabilité compris entre 15 et 20%. Les majors de l'édition scientifique ont un taux de rentabilité de l'ordre de 35%.
C'est du racket, parce que les chercheurs ont besoin d'accéder à ces publications et ont besoin d'y publier. Donc on peut tout se permettre. Donc nous, on propose un soutien massif au mouvement de l'accès libre aux publications, donc créer un pôle public de l'édition et exiger l'accès libre aux publications scientifiques. Et derrière, ça pose la question de l'évaluation, parce que donc les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont évalués en permanence sur tout, et notamment sur la transférabilité et la productivité de leur travail. Bon. L'un des fondements, il ne faut pas trop le dire officiellement non, etc., mais en pratique, tout le monde les lit, les index bibliométriques. L'évaluation, elle repose en grande partie, y compris l'autocensure informelle, ou l'auto-évaluation informelle, sur l'impact des publications. Qui calcule l'impact? Des agences qui appartiennent à qui? Qui appartiennent aux majors de l'édition scientifique et qui sont en cheville avec les autorités nationales de contrôle et d'évaluation. Donc tout se tient. Le profit pour quelques profiteurs de la science, de l'économie de la connaissance, l'auto-évaluation, l'autocensure et l'autocontrôle des personnels, tout ça repose en grande partie sur le système de l'édition scientifique internationale. Et l'une des propositions qu'on fait, qui est toute bête, c'est que la signature, vous devez signer vos articles, vous devez mettre votre affiliation universitaire. On propose l'affiliation aux recherches françaises. Point. Vous faites ça, vous faites tomber. Vous faites tomber le système. Tant pis pour le projecteur. Vous faites tomber le système d'évaluation bibliométrique. Parce qu'évidemment, les statistiques explosent. Vous aurez Recherche française, premier publieur mondial. Le CNRS, la signature CNRS, c'est déjà la première signature d'un organisme de recherche au monde. Si tous les organismes de recherche français et toutes les universités françaises ont la même signature, toutes les statistiques sont faussées. Et tout ce système-là est cassé. Et derrière, c'est le classement de Shanghai qui tombe. Le classement de Shanghai, les fameux classements internationaux, ils reposent sur quoi? Ils reposent sur ça. Ils reposent sur les indicateurs bibliométriques. Et après, on va s'en servir pour faire du chantage aux universités, chantage à la fusion, chantage au regroupement, chantage à l'expérimentation. Et devenez des excellents plus, parce que regardez, vous n'êtes pas très bien classé au classement de Shanghai. Il n'y a plus de classement de Shanghai possible si on fait sauter le système de l'édition scientifique. C'est un truc super technique qui n'intéresse personne, mais c'est une condition matérielle pour le système d'exploitation industrielle et capitalistique de l'économie de la connaissance. Tout repose, c'est à la fois le centre et le maillon faible. C'est-à-dire que si on attaque ça directement et qu'on fait sauter le système, par exemple avec la signature unique, on libère non seulement nos chercheurs qui sont sortis de la concurrence, mais on donne un sérieux coup de main aux collègues étrangers, en faussant les classements dont ils sont aussi victimes que nous. Voilà, et donc évidemment, c'est favoriser aussi l'exploitation publique non lucrative des résultats. Ce n'est pas un crime de vouloir exploiter les résultats s'ils sont exploitables. Mais l'industrie pharmaceutique, peut-être, le pot public du médicament, c'est peut-être mieux quand même. Qu'il n'y a plus en France. Tout ça a été saboté, sabordé, il y a une politique consciente quand même derrière. Hein. Et puis, c'est donc à nouveau créer des programmes internationaux de recherche ouverts aux collègues parce que ça ne sert à rien de faire la révolution dans un seul pays. Déjà en général, et à plus forte raison, dans un système aussi internationalisé, aussi mondialisé que la recherche. Il faut penser, et l'enseignement supérieur, il faut penser à des dispositifs qui ouvrent la voie à une solidarité internationale, parce que c'est seulement par cette coordination et par ces signaux envoyés aux collègues des autres pays qu'on peut avancer. Déjà là, les quelques progrès qu'on a faits sur l'accès libre aux publications, on les doit aux collègues anglais et allemands. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les consortiums français qui doivent négocier les deals avec les grands éditeurs ne font rien, signent des accords pourris, on se fait plumer d'année en année. Tous les gains stratégiques qu'on a réussi à faire, on les doit à des collègues étrangers, dont les institutions négocient mieux. On peut aussi dire que maintenant c'est à nous de rendre l'ascenseur. Mais
on considère aussi que ça ne suffit pas, qu'il y a un enjeu démocratique. Donc là, alors désolé pour les gens qui étaient déjà là tout à l'heure, hein, on va tomber sur le tiers secteur. Il y a un enjeu démocratique, là derrière, qui est celui, évidemment, d'une science qui ne soit pas uniquement au service, ou pas, qui ne soit pas au service des intérêts dominants, qui ne soit pas au service des intérêts industriels, économiques, des intérêts idéologiques et politiques, qui soit au service des citoyens. Et ça implique de regarder de face le fait que les structures actuelles qu'on combat ont été largement coproduites par des gens issus du milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce qui est une vérité désagréable, mais dont on ne fera pas l'économie. Donc il faut des garde-fous pour ça, et on a choisi d'écouter les collègues et les camarades du mouvement protéiforme des sciences citoyennes et des sciences participatives pour aller vers le développement d'une veille citoyenne sur les sciences, qui passe d'abord par une implication concrète des citoyens dans les programmes de recherche, ce qu'on appelle la recherche participative, qui passe par la création des boutiques de sciences bien mal nommées, qui sont des espèces de bureaux ou de permanences où des citoyens, des associations, des PME peuvent venir solliciter ou proposer des choses aux universités et aux centres de recherche, des programmes de recherche collectifs en commun sur des questions d'intérêt général, qui peut être un intérêt local, hein, qui sera même souvent un intérêt local. Quelque chose qui existe dans pas mal de pays à l'étranger, qui a été systématiquement sabordé en France. Il y a eu des tentatives, ça a été étouffé dans l'œuf. Il vaut mieux promouvoir l'expertise des sachants qui assènent des vérités éternelles sur les OGM et le nucléaire, en toute indépendance, puisqu'ils sont financés par les conseils régionaux, qui sont en charge du développement industriel de leur région, et pas en charge du développement de la recherche. Et puis, la dernière piste, c'est les conventions citoyens-chercheurs. Donc, c'est un projet associé à un mouvement critique autour de gens comme Jacques Testard, comme Christian Vello, qui était un lanceur. Donc, Testard, c'est le père scientifique de la fécondation in vitro en France. Vello, c'est un lanceur d'alerte sur les OGM. Qu'on a auditionné dans le cadre des auditions programmatiques. Jacques Testard est co-auteur du livret de la France Insoumise sur l'intervention populaire. Travailler sur des conventions associant des citoyens et des chercheurs, avec probablement une part de tirage au sort, pour exercer une veille citoyenne et une formation citoyenne simultanément sur les projets de recherche menés à un échelon local pour commencer. Il y a évidemment aussi une possibilité, au moins théorique, d'organiser des consultations de ces diverses conventions au moment du vote des grandes priorités budgétaires de la nation en matière de politique scientifique. C'est une piste, c'est évidemment tout ça est du ressort de la constituante, ce volet-là. Donc on n'a pas à dire on va faire ça, mais on peut lancer des pistes dans la perspective d'une constituante, pas en 2017, mais bon, plus tard. C'est aussi l'idée de faire une université et une recherche qui soient conformes à nos principes de démocratie et de 6e République, y compris en interne. Et donc on va retrouver les grands thèmes, hein, la révocabilité des fonctions électives, un président doit être révocable, un conseil d'administration doit être révocable. Ça signifie les moyens quand même, parce qu'on démantèle l'ANR, mais on ne garde pas l'argent. On le donne aux organismes de recherche. On abroge le crédit impôt recherche, la niche fiscale de 6 milliards d'euros censée financer la recherche et développement privé, pour mettre l'argent dans la recherche publique, et dans des crédits pérennes cette fois-ci, pas dans des appels à projets à la con. Dans des crédits pérennes, dans des postes de titulaires. C'est évident qu'une des premières mesures à prendre, qui ne se fera pas en un jour, parce qu'elle présuppose en partie un audit, mais il faudra s'y atteler dès le premier jour, c'est la titularisation effective des précaires exerçant des fonctions pérennes. Quand vous avez quelqu'un qui est précaire depuis 5 ans et demi, ça sera rarement plus de 5 ans et demi du fait de la loi Sauvadet, mais qui est une loi censée résorber la précarité, qui crée surtout des effets d'aubaine et d'hyper-précarisation en réalité. Quand vous êtes précaire depuis 5 ans et demi, c'est que vous êtes sur un poste pérenne en fait, hein,
que vous exercez une fonction pérenne. Donc on aurait besoin d'un titulaire. Donc on vous titularise. Pour casser ça, pour casser aussi toutes ces féodalités qui se développent, et donc ça pose la question, c'est un point dont on sait qu'il a beaucoup clivé, on a eu à la fois beaucoup de soutien chez certains, beaucoup de critiques chez d'autres, sur le recrutement, notamment le recrutement des enseignants-chercheurs, où on propose d'adapter à l'université les grands principes qui sont ceux du recrutement des chercheurs au CNRS, à savoir des commissions, des sections nationales élues qui procèdent au classement. Évidemment, on enlève l'étape droit de veto de la direction nommée. Hein. Parce que bon, c'est pas le but de... Donc ça, c'est qu'évidemment, l'affectation serait prononcée dans un deuxième temps. Et là, c'est les universités concernées qui auraient leur mot à dire. Mais décider qui a le droit de devenir enseignant-chercheur titulaire ou pas ne doit pas être du ressort de commissions locales ou de commissions ad hoc. Actuellement, c'est des commissions 50% locales, 50% extérieures, mais ad hoc. Ce qui donne évidemment toutes les possibilités de copinage, de magouille et de recrutement népotique. Donc, si on veut empêcher ça, il y a une seule solution, à nos yeux, c'est passer par des instances nationales élues, avec des garanties évidemment de pluralisme. Il y a une base pour ça qui s'appelle le Conseil national des universités. C'est une base. Le CNU a lui aussi besoin d'une grande démocratisation, d'un véritable redécoupage des sections disciplinaires, etc. Mais ça fournit la base. Et on a un bel exemple pour ça, c'est justement le CNRS, où les sections disciplinaires existent aussi. Et finalement, c'est ce qui marche le mieux dans le système de recrutement des chercheurs au CNRS. C'est cette étape-là qui marche. Ce n'est pas l'étape avec la direction nationale qui décide qu'on a le droit de chambouler les classements. La collégialité de la recherche, elle se décide là. Mandat unique. Pour les organismes de recherche, ça veut dire le démantèlement de l'ANR, ça veut dire le retour à des financements pérennes, hein, les problématiques sont les mêmes. Bon. Ça veut dire, là encore, la fin de la concurrence dans les dotations, donc probablement une part de dotation égalitaire entre chercheurs et entre unités sur tout le pays, et entre disciplines. Les financements sur projet doivent être cantonnés aux gros investissements ponctuels lourds. Il y a besoin de financement sur projet. Pour certains projets, il faut des investissements matériels tels que ça doit passer par un projet et par un contrat, mais ça doit rester l'exception. À nouveau, titularisation des précaires exerçant des fonctions pérennes. Il y a la question du cloisonnement strict entre PST, donc le CNRS bon, par exemple, et les universités. On pense qu'il faudrait quand même permettre plus facilement de passer d'une carrière à l'autre. Et puis, il y a déjà des guides de bonnes pratiques qui existent en matière de démocratie interne dans les laboratoires. Ces bonnes pratiques, il faut les systématiser. Il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de texte contraignant à la matière, et c'est un problème. Il y a une lettre qui a 25 ans sur ce qui serait bien de faire, qui n'est pas contraignante. Et c'est uniquement pour le CNRS. Donc il faut officialiser tout ça. Donc voilà, là encore, pour les recrutements, conforter les jurys élus et restreindre les prérogatives de la technostructure nommée qui peut casser les classements actuellement. Et voilà, parce qu'on fait le pari que rendre la science à elle-même, rendre l'enseignement à lui-même, ça passe par des moyens humains, matériels, ça passe aussi par un travail de fond sur la démocratie à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, les structures internes, la prise de décision, qui peut constituer une menace objective pour la liberté de la science, et à l'extérieur, en émancipant les universités et les organismes de recherche de tutelles intrusives, d'une injonction à l'utilité qui est toujours conçue comme une injonction à l'utilité pour les structures économiques et pour le pouvoir politique en place. Et comme ça, on pense qu'on peut arriver à tenir le pari de l'intérêt général humain et du progrès humain par une science qui soit indépendante des pouvoirs et qui soit sous le regard des citoyens. Alors moi j'ai fini ma partie. Là je vous mets des ressources
Et si vous voulez les diapos, vous pouvez écrire à l'adresse mail du livret enseignement supérieur et recherche qu'on continue à consulter et à utiliser. Donc livret-du6esr@jlm2017.fr. Vous nous envoyez un mail et on vous envoie les diapos. Alors, c'est des questions. Ouais. Oui. Alors moi j'étais très sensible bon, moi je suis enseignant-chercheur hein, voilà. Au diagnostic. On l'a tous vécu quand on a fait nos doctorats, quand on a essayé de rentrer à l'université, parce que moi je ne suis pas rentré à l'université, je suis dans une école privée puisque je suis en sciences de gestion. Le problème de la présentation qui a été faite aujourd'hui, à mon sens, et c'est un peu le souci aussi qu'on retrouve après sur la loi travail, etc., avec la France Insoumise, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une fétichisation de ce qui existe aujourd'hui. À savoir qu'il ne faut pas remettre en question le fonctionnement, il faut garder les choses, il faut rester, etc., etc. Même s'il y a des pistes intéressantes et tout ça. Le problème de l'université aujourd'hui, c'est qu'il faut dire un mot qu'on ne va pas aimer dans la salle, c'est qu'il faut quand même un peu rationaliser le fonctionnement de l'université d'un point de vue organisationnel, j'entends. Quand on voit le bazar que c'est pour pouvoir travailler dans une université, quand on voit aujourd'hui comment les universités les postes sont bloqués, gelés par des professeurs qui sont en dehors de la recherche, qui sont en dehors de plein de choses, mais qui courent les cours à l'étranger, les cours ici, les responsabilités, pourquoi? Pour gagner de l'argent qui n'ont pas autrement. Quand on est jeune chercheur, honnêtement, ça sert à rien. Dans mon domaine, en tout cas, ça sert à rien de chercher à l'université. Il n'y a pas de poste, il n'y a rien. Les conditions de travail sont dans le privé, malheureusement. Pourtant, moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'avais pour vocation à être prof d'université et pas être prof dans une école de commerce. Le problème de tout ça, c'est que je pense sincèrement qu'il faut essayer de proposer, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, de ne pas avoir peur de proposer une révolution, c'est-à-dire pas simplement sur des mesures d'ouverture, de démocratisation qui sont nécessaires, mais sur la structure même du fonctionnement de l'université. Comment on recrute? Je ne suis pas sûr que le recrutement CNRS soit le plus adapté aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Comment on fait pour éviter le pantouflage? Je me cache de la caméra, mais moi j'ai des collègues qui sont professeurs d'université, professeurs PU, au CNU, etc., et qui sont dans des écoles de commerce et qui touchent de l'argent, qui font plus de recherche, qui font plus rien, mais qui encaissent. Et qui bloquent les postes pour des gens qui sont volontaires pour aller les faire. Voilà. Donc, il me semble qu'il faut aller plus loin, en fait. Et qu'il ne faut pas avoir peur de mettre un coup dans la fourmilière sur les symboles de l'université, etc. Parce que, et pourtant, je viens de Dauphine, pour le coup. Je veux dire que ça ne fonctionne pas mieux qu'ailleurs. Et qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le fonctionnement. Et ça doit passer... On peut pas mettre tout le monde, prendre tous les précaires aujourd'hui et les titulariser, notamment ceux qui travaillent dans l'administration, parce que pour le coup, désolé pour les camarades ici, mais il y a trop d'administration dans les universités, et il faut rendre l'université à ce qu'elle est, de l'enseignement et de la recherche. On va commencer par le dernier point. Il y a trop d'administration des universités. Il y a peut-être trop d'administration centrale. Il y a peut-être trop de direction de l'innovation et de la communication. Quand on va dans une UFR, il n'y a pas trop de secrétaires dans les UFR. Il n'y a pas trop de secrétaires dans les UFR. On peut changer un fonctionnaire, un secrétaire, un chercheur, ça se réaffecte. S'il y a trop de gens dans l'administration centrale, dans la direction de la communication, dans la direction de l'innovation, et qu'il n'y a pas assez de gens dans les UFR, je sais où on va les mettre. Donc ensuite, pour ce qui est du pantouflage, cette autorisation de cumul, on pourrait ajouter d'ailleurs le cumul avec le public, les vacations dans les facs voisines, qui sont exactement du même ordre. Ça, c'est quelque chose qui est prévu. Alors, pour le public, de limiter, je crois que c'est à 5% du service de référence, et pour le privé, d'interdire. Ne pas fétichiser ce qui existe. Ce qui existe, c'est le monde de la LRU. Je ne pense pas le fétichiser. À la rigueur, on pourrait dire que je fétichise ou qu'on fétichise une université préexistante, qui était une université de violence de classe, qui était une université de violence de genre, qui était une université chauvine, qui était une université assez longtemps de recherche indigente, qui est une université morte. On n'a gardé que le pire,
Parce que le pire de cette université-là s'accommode très bien de la LRU. Le meilleur, par contre, est mort. Donc il ne s'agit pas de féliciter ça. Quelque chose est mort. Donc, et en face, ce qui a survécu, l'université est déjà détruite. L'université est déjà... C'est là ça la force du bouquin de Granger. C'est qu'il ne s'agit pas de dire on va sauver l'université. Il n'y a rien à sauver. Elle est morte. On va en construire une nouvelle. On va en construire une nouvelle. Et en juger par l'accueil qui a été fait pour nos propositions, je pense qu'elles sont révolutionnaires. Parce que recevoir à 3 jours du premier tour de la présidentielle un courrier signé Cédric Villani et 8 prix Nobel disant le programme de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen est dangereux pour la recherche française, avec 3 lignes sur Marine Le Pen et 1 page sur Jean-Luc Mélenchon, moi je le prends comme un honneur. Parce que c'est les co-architectes de la destruction de l'université française qui signalent qu'on est l'ennemi. On ne sera peut-être pas d'accord, mais on ne sera sans doute pas d'accord là-dessus. Mais franchement, le potentiel révolutionnaire de ce programme, à en juger par les réactions des gens qui le dérangent et par les positions actuellement occupées par les gens qui le dérangent, ce n'est pas un programme réformiste. En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'il manque un paragraphe aux propositions de la France Insoumise. C'est la relation entre l'université, bien sûr, mais aussi le collège, le lycée, avec les entreprises. À travers le vécu de mon entreprise, c'est-à-dire que j'ai dirigé une PME pendant une 30aine d'années, et j'ai essayé d'accueillir le plus souvent possible des élèves depuis le collège jusqu'à l'université, c'est-à-dire des enseignants, et des chercheurs et des futurs ingénieurs. Et je dois dire que ça n'a pas été facile et ça a été peu souvent profitable au niveau des ingénieurs. Parce que sans doute les budgets, sans doute le temps disponible de la part des enseignants pour accompagner leurs élèves à l'intérieur des entreprises était insuffisant. Pourtant, l'entreprise telle que je la concevais apportait beaucoup sur le plan matériel et sur le plan de l'ouverture d'esprit vis-à-vis des stagiaires. Donc, pourrait-on proposer quelque chose de constructif, d'échange constructif entre l'enseignement et les entreprises, sans considérer l'entreprise comme une institution diabolique. Moi, je voulais rajouter donc peut-être un petit paragraphe, mais peut-être que ça a été développé dans le livret. C'est la réussite des élèves issus des milieux populaires et plus particulièrement ceux souvent qui ont des bacs pro, des bacs techno. Comment est-ce que voilà, on leur permet à eux aussi d'accéder et de réussir à l'université ou dans des écoles, puisqu'en fait on n'a pas beaucoup parlé non plus de combien coûte un élève à l'université et de combien coûte un élève qui va en classe prépa et combien coûte un élève qui est à Polytechnique par exemple, où on sait qu'en fait il y a énormément, il y a une différence de pratiquement de 1 à 10, 15. Donc voilà un petit peu les points. Merci. Oui, moi je voulais juste revenir sur une chose. Je pense que c'est important quand on parle de l'enseignement supérieur et de la recherche de parler de leur but. Vous parliez que l'université est morte et que du coup il faudrait recréer une nouvelle université. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a encore des très belles choses qui se passent dans les universités en France et qu'il faut aussi le souligner. Du coup, ce que je pense, c'est que d'abord, l'université et la recherche, c'est là pour, comme c'était dit dans la présentation, faire en sorte d'émanciper la population. Et quand on répond là aux adversaires qu'on peut avoir en face de nous, que ce soit les macronistes, mais ceux plus anciens également, qui sont les libéraux ou les mandarins, et je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a des gens qui pensent que l'université, elle est là juste pour créer une élite. Ce qu'il faut là voir aussi, c'est qu'il y a de plus en plus un discours qui dit
y a une vague de baby-boom qui nous arrive dessus, donc il faut mettre la sélection à l'université. De toute façon, tous les jeunes ne doivent pas avoir accès à l'université. Et ça, je pense que c'est la première chose sur laquelle il faut répondre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les premières victimes, c'est ceux qui sortent de bac pro et de bac techno, qui sont envoyés dans des formations qui, un, ne leur correspondent pas parce que c'est pas ce qu'ils désirent à la base souvent, et deux, qui ne leur correspondent souvent pas pédagogiquement, parce que quand on sort d'un bac pro, se retrouver dans un amphi de 500 personnes, c'est un petit peu compliqué de suivre quand même, et qu'il n'y a pas une réflexion qui est mise autour de ça par rapport à la pédagogie, et qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de 50% d'échecs en première année de licence. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a beaucoup parlé de recherche, mais je pense qu'il y a aussi c'est un petit peu dit, mais toute une articulation à faire sur comment est-ce qu'on crée des esprits critiques, comment est-ce qu'on fait par exemple en sorte qu'il n'y a pas seulement une économie par exemple qui est apprise, qui est 100% orthodoxe, alors qu'il y a d'autres façons de voir l'économie, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc il y a plein de réflexions à avoir là-dessus. Et moi je ne suis pas d'accord sur une chose, le budget aujourd'hui à l'université, vous disiez que on peut le trouver et que c'est parce qu'il y en a qui se font des super primes qu'aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de budget dans l'enseignement supérieur. Faut quand même savoir qu'il y a 200 € de moins par étudiant aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans. Parce qu'il y a ce baby-boom, parce qu'il y a plus de jeunes qui ont accès à l'enseignement supérieur. Et je pense que c'est une nécessité, non pas de sanctuariser le budget comme ça a été fait depuis 15 ans, parce qu'en réalité, sanctuariser, ça veut juste dire qu'il y a moins d'argent pour les étudiants et la recherche, etc. Mais faire en sorte qu'il y ait une augmentation du budget pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et ensuite, je pense que ça a été beaucoup abordé également, mais toute la question de la démocratie à l'université. Aujourd'hui, juste dans un conseil d'administration, il y a 6 élus étudiants maximum. On est les plus nombreux dans l'université, et je pense qu'on devrait être ceux qui avons le droit de parole et de pouvoir exprimer sur ce qu'on veut et comment on veut que s'organisent nos formations. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui les étudiants ne soient pas assez entendus, et il ne faut pas qu'on tombe dans ce travers non plus à la France Insoumise, et c'est important de pouvoir entendre les étudiants et qu'on puisse faire passer aussi des messages en tant qu'étudiants de ce que nous on veut pour nos universités et nos formations. Et il n'y a pas que l'université, il y a les écoles, il y a les BTS, et c'est aussi important d'en parler. Il est 45, c'est là. Moi j'ai une petite question. Donc vous faites remarquer actuellement qu'au niveau éditorial c'est le maillon fort et le maillon faible. Est-ce qu'il ne serait pas bon du coup à la France Insoumise peut-être de faire remonter les projets open source qui existent, donc de tout ce qui est publication scientifique, et peut-être essayer justement de les promulguer. Si c'est bien le maillon faible, peut-être que ça pourrait être intéressant. Si légalement, je suis pas au point en termes légaux, mais si légalement c'est possible, peut-être essayer de promulguer ce type de projet, non ? Les open source, les projets open source pour tout ce qui est publication scientifique, pour justement avoir un circuit parallèle par rapport au monde éditorial. Bon, je vais répondre à ces questions-là. Ouais. Alors, on s'en est exprimé aux assises de l'ESA, la France Insoumise, où il y avait un atelier thématique sur l'accueil des étudiants étrangers et des migrants. Bah non, parce qu'il y avait un livret, migration. On s'est dit qu'on allait peut-être les laisser bosser avant de prendre des positions. Et après, une fois qu'ils ont fait leur livret, on a travaillé sur le sujet. Dont on a fait un compte rendu public, soit dit en passant. Donc, ouais, juste une phrase, parce que je ne peux pas répondre là. C'est juste une phrase, ce sera peut-être un peu choquant. Si vous voulez avoir de l'argent pour faire de la recherche, faites ce qu'a fait le GIEC, obtenez un prix Nobel de la paix, et vos idées, qu'elles soient bonnes ou non, elles seront mondialisées. Alors, je vais commencer par les histoires d'open source, donc j'ai ça en tête. Le problème, là, c'est que pour l'instant, on est dans l'illégalité, en fait, si on fait ça. Parce qu'évidemment,
il y a une législation qui a été confortée récemment par la loi sur le numérique, qui fait qu'il y a des délais d'embargo avant de rendre publics les codes, les données et compagnie. Bon, en pratique, les scientifiques sont les premiers. Donc, l'open source, c'est une piste intéressante, mais qui n'est pas institutionnalisable présentement. Pour ce qui est de l'accès des étudiants des classes populaires, des bacs pro notamment, on a prévu, ça n'a pas été mis dans le livret parce que le livret était 2 fois trop long que ce qui était que le nombre maximal de caractères auquel on avait droit, techniquement. On a prévu de mettre un système dans lequel, de rompre un peu avec la logique n'importe quel bac vers n'importe quel cursus, en disant tel bac donne accès de droit à tel cursus. Concrètement, ça signifie que l'un des problèmes majeurs pour l'orientation des étudiants de bac pro et techno, c'est qu'ils n'ont pas de place en IUT. Parce que les étudiants de bac général, qui eux n'ont pas non plus été formés pour aller en IUT, chopent les places vu que c'est des cursus sélectifs. Donc on commence par dire accès de droit aux filières d'IUT et de BTS, pour les bacheliers pro et techno. Parallèlement, droit, une fois que le BTS et le DUT sont obtenus, droit à la poursuite d'études en licence, professionnelle ou pas. Et parallèlement, pour ceux qui veulent ou voudraient, et là ça concerne tout le monde, pas seulement les bacs pro et techno, poursuivre dans une licence générale, on est globalement favorable, ça n'a pas été tranché, mais c'est une piste qu'on a faite et qu'on veut creuser. On fait partie des gens favorables au dispositif des années zéro. Ça existe, mais c'est rare. Et c'est un dispositif qui est assez rare parce que ça coûte cher. Mais on est favorable au dispositif des années zéro. C'est-à-dire que si quelqu'un veut poursuivre dans un cursus pour lequel il n'a pas été formé, on peut lui proposer une année zéro, c'est-à-dire une année à l'issue de laquelle il aura été formé pour réussir dans le cursus qu'il vise. Pas la peine de l'envoyer au casse-pipe avant, mais il y a une autre solution que de lui dire « Ah ben non, désolé, c'est pas fait pour toi », c'est de lui dire « On te prend et on te met en état de réussir dans le cursus en question ». Donc mais évidemment, ça prolonge la durée des études et donc ça rend d'autant plus indispensable les questions d'allocation autonomie, de contrats jeunes, de pré-recrutement, etc. Les contrats jeunes ciblaient prioritairement dans la mouture avancée de l'avenir en commun, ciblaient prioritairement les étudiants prêts à s'engager dans des formations en alternance, dans des formations qui associaient université ou DUT ou BTS et une présence, une formation en entreprise. Après, la situation vis-à-vis des entreprises, elle est compliquée par le fait que les PME ne sont pas du tout dans la même situation que les grandes entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens en termes de gestion des RH, très concrètement, qui n'ont pas les mêmes contacts avec les universités. Donc j'avoue que là c'est pareil, c'est un point qui était inscrit au programme d'exercice de l'ESR de cet automne. Donc on n'a pas encore les propositions. On a soulevé le problème, on a noté la question des formations universitaires en alternance, la question des stages, qu'on veut faire rémunérer par ailleurs. Mais les modalités organisationnelles et techniques de la coopération entre universités et PME, on n'a pas travaillé dessus. Mais bon, on a noté le truc et merci de rappeler ça. De toute façon, ça et la R&D privée, recherche et développement privé, c'est les deux thèmes qu'on avait pré-bloqués pour les prochaines assises insoumises de l'ESR. Il y avait quoi d'autre comme question ? L'accueil des étudiants étrangers,
l'avez parti. Le dispositif Campus France, il a ses vertus. Il a aussi l'inconvénient de servir de variable d'ajustement budgétaire. Quand Nanterre a eu des grosses difficultés budgétaires il y a un an, le premier levier sur lequel ils ont tenté d'agir, ça a été de supprimer le dispositif Campus France à Nanterre. Donc ce n'est pas un dispositif pérenne et en ce sens ce n'est pas du tout satisfaisant. Mais c'est un minimum, disons. Donc on a prévu la systématisation de cette obligation légale d'avoir des dispositifs de cours de français langue étrangère pour les étudiants qui arrivent. Il y a le problème des dispositions administratives, des systèmes d'inscription. Donc on a travaillé sur le sujet avec des gens de la LDH et du Rhizome, qui est un groupement associatif étudiant pour l'accueil des étudiants migrants, qui nous ont fait un briefing, parce qu'on ne connaissait pas, j'avoue, fait un briefing sur la situation réglementaire et législative, d'où il ressort qu'en fait, à nouveau, c'est quand même assez souvent le cas pour les migrants, si on appliquait décemment et pleinement la réglementation officielle, il y a un certain nombre de choses qui rentreraient assez vite dans l'ordre. Donc là, pour le coup, on peut assez vite retomber sur la question des moyens, puisque effectivement, les structures ne sont pas là, alors qu'elles devraient être là. Ni dans les universités, ni dans les préfectures. Donc, mais là, du coup, on a listé les textes de loi qui ne sont pas appliqués, on a listé les structures qui n'existent pas, donc on a noté les choses et on ne peut rien faire d'autre que demander des budgets, demander des recrutements et s'engager à les appliquer si on arrive au pouvoir, puisque au moins on a identifié les structures et les textes de loi concernés et problématiques. Démocratie étudiante. Oui, je serais tenté d'ajouter qu'il n'y a pas qu'à l'université ni dans les établissements, il y a aussi dans les CROUS, dans les résidences universitaires, où les usagers n'ont quasiment pas le droit à la parole dans l'organisation. Donc ça, c'était prévu. De la même manière qu'il est prévu que dans le plan immobilier, les amphis vont craquer, on le voit aussi ici aujourd'hui, si là ça va mieux. On a prévu construire des amphis et tout. On ne va pas seulement construire des amphis, il faut aussi construire d'une part des résidences universitaires, bien sûr, mais aussi des lieux de vie, des lieux associatifs, des lieux citoyens dans l'université, à la fois pour que la cité soit dans l'université, mais aussi pour qu'il y ait une vie démocratique, associative et étudiante digne de ce nom à l'université, parce qu'il faut... Enfin, tu dis, il n'y a pas beaucoup d'élus étudiants dans les conseils centraux. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'étudiants qui vont voter aux élections étudiantes. Ça, c'est une formation... Oui, mais c'est aussi lié au fait qu'il n'y a aucune structure pour faire vivre la démocratie étudiante dans les universités. Les deux se... bon. Pardon ? Les élus BIATS, les ITA votent... Il y a un seul collège pour les BIATS. Je crois que c'est le même nombre que pour les étudiants. Donc, oui, alors pour les BIAS et les ITA, de toute façon, on préconise le collège unique, le collège électoral unique pour tous les personnels. Oui, alors ça aussi, vu le retour qu'on a eu, je pense que j'ai le droit de dire que c'est clivant. Donc oui, donner des moyens, pour le coup, à la vie étudiante et à la démocratie étudiante. C'est pas normal que le premier poste ciblé en proportion par les coupes budgétaires de cet été, ça soit le poste vie étudiante de la mission interministérielle. Et c'est symptomatique. Donc tout à fait, mais aussi dans les CROUS. Il y a quelque chose à réformer, à changer dans le fonctionnement démocratique des CROUS. Et aux droits des usagers, on a reçu beaucoup de sollicitations sur ces questions-là, donc c'était aussi prévu. Évidemment, quand on disait l'argent est là, ça relève aussi il y a aussi une part de provocation. Évidemment que ce n'est pas 150 000 boules par an de salaire qui vont changer la face de l'université, mais ça participe du problème. Et de fait, tu dis que les moyens alloués à l'université ont baissé. Ils n'ont pas baissé si on compte l'argent de l'IDEX. Parce qu'en fait, l'argent de l'initiative d'excellence n'est pas compté dans le budget de la recherche. Sauf qu'il va à quoi ? Il va à des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Donc si on l'inclut dans les chiffres, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas eu de baisse.
Mais simplement, l'argent part, part là où il ne faut pas aller. Mais on est évidemment d'accord pour dire que si on sort de l'IDEX et qu'on approche le crédit impôt recherche, c'est pour que les sommes correspondantes soient permutées sur la MIRES, sur le programme enseignement supérieur, le programme vie étudiante et le programme recherche interdisciplinaire et technologique. Oui, bien sûr. Ouais. Et après, on sort. Ouais, deux. Merci pour cet exposé. Comment envisagez-vous l'articulation entre l'université, les classes prépa et les grandes écoles? Parce que c'était absent de votre... Je réponds en marchant. Donc, on a prévu le monopole de la collation des grades, c'est-à-dire le monopole de l'octroi de la licence, du master et du doctorat aux universités. On a prévu que le titre d'ingénieur ne puisse être collé que par une université via un master de sciences de l'ingénieur. Donc ça règle une grande partie du problème des grandes écoles, puisque en pratique, c'est l'université qui peut donner des diplômes au sens de grades reconnus par les conventions collectives et par les concours de la fonction publique. Donc quelqu'un qui a fait toutes ses études à HEC, si on était au pouvoir, ne pourrait plus passer le concours de l'ENA, puisqu'il n'aurait pas de diplôme de master universitaire et qu'il faut un master pour passer le concours d'entrée à l'ENA. Bon, évidemment, ça règle aussi par ricochet une grosse partie du problème des classes préparatoires. Parce que si les grandes écoles deviennent des structures universitaires, les classes préparatoires aux grandes écoles sont directement impactées à terme par l'évolution du statut des grandes écoles. On a prévu la mise en place progressive d'un service public unifié de la propédeutique, du premier cycle si on préfère, sous la houlette de l'université, c'est-à-dire à terme l'intégration des classes préparatoires dans le dispositif universitaire, la possibilité de favoriser en fait l'intervention de maîtres de conférences et de professeurs dans les classes préparatoires, favoriser en fait progressivement faire des classes préparatoires un maillon territorial, les années 0 par exemple, un maillon territorial d'enseignement supérieur et de la recherche, de proximité pour le coup, mais uniquement pour le premier cycle et sans collation des grades à nouveau, puisque c'est à des jurys universitaires de décerner les grades, pas seulement les crédits, et donc concrètement, plus personne ne peut avoir de licence sans être passé à l'université, plus personne ne peut avoir de master sans être passé à l'université. Et ouais. Moi, c'était plutôt pour faire un témoignage, parce que bon, je suis conseillère régionale dans la magnifique région Auvergne-Rhône-Alpes, et je suis dans la commission enseignement supérieur recherche. Et c'est aussi que dans la loi LRU, on a donné, et dans la loi NOTRe, on a donné beaucoup d'importance aux régions, et notamment sur l'enseignement supérieur recherche. Alors, je peux pas vous imaginer un enseignement supérieur recherche piloté par Laurent Wauquiez. Donc on a fait le schéma d'enseignement supérieur recherche. Le problème avec la fusion des régions, c'est qu'on avait Rhône-Alpes, on a des grands pôles universitaires qui sont Lyon et Grenoble. Grenoble qui venait d'avoir l'IDEX parce qu'ils ont fusionné les universités, donc on veut obliger à fusionner les facs de Lyon, qui pose un gros problème, parce que fusionner Lyon 2, qui est une fac historique de gaucho, avec Lyon 3, qui est une fac historique de facho, ça va être pas mal. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, mais en citant Grenoble, c'est trop bien, ils ont fusionné, il faut voir les conditions dans lesquelles c'est, avec des grèves qui sont en train de se faire, et on a fusionné avec l'Auvergne, qui est quand même beaucoup plus petit en centre universitaire, où on a un centre qui est plutôt dirigé vers l'agriculture et tout ça. Et on a fait... Et donc du coup, en commission, la présidence a décidé d'auditionner, et on a eu quoi? On a eu les profs d'université, donc c'est vrai qu'ils sont des technocrates, des crânes d'œufs qui ne savent même pas ce que c'est un professeur d'université ou un étudiant. On a eu le droit aux différents représentants de l'INSERM, l'INRA et au pôle de compétitivité aussi, qui ont, surtout dans la région grenobloise et lyonnaise, beaucoup de trucs, et on n'entendait que du fric, que du fric. On n'a jamais eu les étudiants qui ont pu venir. J'ai beau avoir demandé, mais ils m'ont dit, si on fait venir l'Uni, vous n'allez pas être contente. J'ai dit oui, mais l'Uni ne représente pas les syndicats étudiants. Et en fait, on en ressort un truc, c'est que maintenant, les régions, elles décident quelle recherche elles veulent financer. Donc nous, on a 9 domaines d'excellence. Voilà.
Donc montagne, aménagement du territoire, transport, l'industrie du futur. Donc on ne sait même pas ce qu'ils veulent mettre dans l'industrie du futur. Je pense que ça serait bien qu'on s'y penche pour savoir ce qu'ils veulent mettre dedans. Donc il n'y a rien sur les SHS et surtout dans les appels à projets, les projets de recherche doivent être rentables sur une rentabilité à 2 ans. Donc, et sur les appels à recherche, on est dans le court terme, c'est-à-dire qu'ils font les appels à recherche, les chercheurs ont 3 semaines pour répondre, et il y a eu une demande, ils ne pensaient pas avoir autant de demandes, parce que comme il y a un manque d'argent, ils vont chercher de partout à remplir, et après on demande aux chercheurs de la région de trouver d'autres personnes à évaluer les projets en 15 jours. Donc juste, c'est infaisable. Donc c'est vu forcément, ils ne peuvent pas le faire éthiquement, donc c'est vu par copinage. Après, c'est évalué par des élus. Et les élus, moi j'ai eu 4 jours pour lire 900 programmes de recherche, en plus dans des domaines que... Moi, je suis pas scientifique dans tous les domaines dont on ne comprend rien. Et derrière, on est obligé de chercher la petite bête qu'on n'a pas le choix parce que c'est un appel à projet au PME. Puis derrière, on trouve qu'il y a l'Imagrin. Derrière, on trouve qu'il y a Michelin. Derrière, on trouve qu'il y a plein de choses et on n'a pas le temps. Et autre chose aussi, il faut faire attention, c'est sur les lycées des métiers. Parce que les lycées des métiers, au début, qui pouvaient être quelque chose de bien, ont été complètement donnés au monde de l'entreprise. Par exemple, nous, on a un lycée des métiers qui s'appelle Michelin. Donc, on forme du bac pro jusqu'au diplôme d'ingénieur. C'est financé par la région en disant, au mieux d'aller chercher, au mieux d'avoir des BTS dans les lycées, c'est formé par Michelin. Et c'est Michelin qui forme ses cadres et qui a toutes les subventions par rapport à ça. Donc, il faudrait aussi qu'on arrive à articuler entre la recherche, entre ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau régional, parce que c'est des conditions et c'est des expérimentations qui intensifient encore plus. Je voulais faire une intervention sur les pré-recrutements. Malheureusement, on a fait disparaître des organismes de pré-recrutement. Je pense aux écoles normales d'institut et je pense aux IPES. On avait les IPES sur concours et les études étaient gratuites puisque les étudiants percevaient le SMIC pendant la durée de leurs études, à condition de réussir leurs études et de travailler 10 ans pour l'État. Si on pouvait instaurer aujourd'hui des pré-recrutements pour les recrutements de professeurs et également pour la médecine, de façon que les futurs médecins qui auraient ce pré-recrutement s'engagent à travailler dans les déserts médicaux, on pourrait avoir un peu plus de meilleure gestion et surtout l'accès des enfants des classes populaires à l'université. Je suis moi-même une fille d'ouvrier, mon père a commencé à travailler à l'âge de 7 ans. J'ai commencé par faire l'école normale d'institut, puis l'école normale supérieure. Voilà pourquoi je suis très attachée à ces questions et je pense que c'est un facteur de justice sociale que nous ne pouvons pas ignorer. C'est prévu de les rétablir et ça me permet de rebondir, de les rétablir pour l'éducation nationale et de les établir pour la médecine. Via un corps de médecins généralistes fonctionnaires pré-recrutés. Ça me permet de rebondir sur le point du pantouflage auquel je n'avais pas répondu. Il est prévu de demander le remboursement intégral des sommes perçues en cas de pantouflage, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, il y a un dispositif de prorata où on inclut les années de formation dans l'ancienneté. En gros, vous êtes formé pendant 4 ans, payé pendant 4 ans pour vos études, vous devez 10 ans, en fait vous en devez 6. Et si vous démissionnez au bout de 4 ans, vous devez rendre que 50% de la somme perçue ou des trucs comme ça. Donc nous, c'est 10 ans, tout ou rien. Et si on n'a pas fait les 10 ans, on rembourse tout. Et notamment pour Polytechnique, où il y a virtuellement aucun contrôle. Voilà, c'est un exemple classique, c'est un point assez important. Oui. Une question. L'université dépend de nos étudiants. Oui. Lorsque les étudiants, dans un temps jadis, commençaient des études universitaires, ils avaient des moyens de pouvoir se consacrer à leurs études. En effet, ils avaient des petits emplois dans leur cadre de leurs études. Ils pouvaient étudier dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, devenir préparateurs, pions, etc., etc. Et par conséquent, ce qui est important pour nos étudiants, c'est ce que je vois, sur la démocratisation de nos étudiants, c'est que lorsqu'ils commencent leurs études, ils ne soient pas obligatoirement liés à aller travailler dans les casinos ou dans les supermarchés
à des heures qui leur empêchent de faire la suite. Donc je pense, il y avait deux premières choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a une inégalité d'origine de nos étudiants au point de vue social, au point de vue formation, et par conséquent, je pense que les années zéro, c'est-à-dire une année qui permet de les recaler complètement, étaient fondamentales. Et je pense que c'est là qu'il y a un énorme problème à voir, c'est de refaire un corps d'étudiants qui soit dans le cadre de l'université, c'est nos premiers soutiens, et non pas de les laisser errer dans des conditions dramatiques. Et je pense que ça, il faut faire attention à ça. Merci, c'est le sens de l'allocation autonomie, c'est le sens des dispositifs de pré-recrutement aussi, et d'une mesure dont je n'ai pas parlé, auquel on n'avait pas pensé, ça nous a été proposé, signalé au moment des premières assises qu'on a faites début avril, la question des forums du supérieur, qui sont des choses très importantes pour les lycéens, qui n'ont lieu que dans les villes universitaires. C'est-à-dire là où les gens ont la fac à côté. Donc virtuellement là où ils ont le moins besoin. Et ça, c'est un point, effectivement. C'est gros comme une maison, mais on n'y pense pas. Les forums universitaires, les forums du supérieur n'ont lieu que dans les villes universitaires. Ce qui, évidemment, en termes de fracture territoriale et sociale, a des répercussions directes. Oui, tout à fait. Oui. Par les collectivités locales, souvent. Mais ça va dépendre de la couleur politique de la collectivité locale. Par le rapport qui avait été remis par Sophie, je ne sais plus comment, et Thierry Mandon par la Stranes en 2015, sur effectivement renforcer au lycée et dès le début du lycée, qu'est-ce que c'est qu'enseignement supérieur? Parce que beaucoup des jeunes un peu éloignés des réalités de l'enseignement supérieur par leur milieu pensent que de toute façon ce n'est pas pour eux. Donc déjà, il y a déjà une fracture à ce niveau-là. Donc là, il y a vraiment tout un travail de l'orientation bien en amont à faire et qui doit être en adéquation avec l'université, bien entendu. Ok, on va s'arrêter là. Merci. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail à l'adresse du livret ESR qu'on continue à consulter pour être tenu au courant, pour participer à des initiatives et pour qu'on vous signale par exemple les prochaines assises quand on aura un lieu et une date.